Corfou? Malaga? Non. Pyrénées-Roussillon. Situé à 40 km de Perpignan et de la Méditerranée, situé à 3 km d'Amélie-les-Bains, Ars-sur-Tech, en Val-Espire, dans son coin de verdure, à la latitude de Rome, possède la plus ancienne abbaye romane bénédictine de Catalogne. Sa fondation date de 778. Au XIIIe, un cloître d'une grande beauté devait parachever cet ensemble. En 1364, l'abbé d'Arles devint pape sous le nom de Grégoire XI. C'est lui qui devait ramener la papauté d'Avignon à Rome. Le sarcophage des saints, Abdon et Sénène, donne une eau miraculeuse. Ce phénomène fut étudié en 1784 par d'Alembert et en 1833 par Prosper Mérimée. La cité est composée de belles demeures catalanes et d'une mairie 19e siècle classée. Les pays catalans connurent une activité importante dès le haut Moyen-Âge. Une industrie drapière notamment très florissante s'installe au XIIIe siècle à Perpignan en faisant un centre textile qui exportait dans les provinces les plus reculées et dans tout le bassin méditerranéen. Les tissus de lin et de chanvre, plantes cultivées sur place, étaient renommés pour leur coloris et la souplesse de leurs apprêts. Au XIIIe siècle, les tisserands connurent une activité nouvelle dans la fabrication des toiles pour voiles de navires, tandis que dans le Val-Espire s'installaient des fabriques d'espadrilles qui très rapidement prirent une grande extension. Vers la fin du XIXe siècle, dans la petite ville d'Arles-sur-Tech, messieurs Alexandre Henrique, Georges Cameau et les frères Cantalou, ayant pour conseiller juridique monsieur Henri Muchard, créent une manufacture de toiles pour sandales. La société Cameau-Cantalou, affiliée à la maison des célèbres chocolatiers. Cette société prit le nom de Tissage Catalan. C'est un vieux bâtiment, autrefois moulin à huile des moines, qui fut choisi près de la rivière du Tech, dont la pureté des eaux convenait parfaitement pour la teinturerie vue avec le tissage. C'est vers cette époque que quelques artistes ayant pour nom Picasso et Matisse vinrent proposer leurs dessins qui, méprisés, servirent de papier d'emballage pour les espadrilles. À peine les premiers tisserands installés, survint la guerre de 1914. Les hommes partent au front. Monsieur Georges Cameau, directeur de l'usine, se voit mobilisé à Salonique. Aussi est-ce sous la direction d'une femme de tête, Madame Angèle Cameau, que la petite usine assaillie de commandes pour l'armée travaille nuit et jour presque uniquement avec des femmes. S'agrandit et employa jusqu'à 150 personnes dans les 3 ateliers. Le tissage pour la toile d'espadrille, puis pour les toiles lourdes de bâche, la confection, qui fabriquait sacs et musettes, et enfin la teinturerie, enfant chéri de la maison, à la pointe de la technique. La teinturerie se spécialisa par exemple dans la teinture du bleu indigo, servant à la fabrication de toiles destinées aux Touaregs, les hommes bleus. Peu de problèmes. L'usine tourne à plein rendement dans les années allant de 1925 à 1936. Le Front populaire amène les grèves et un mauvais climat. Mais l'affaire, en se réduisant, repart jusqu'à la guerre de 1940 en ajoutant à son activité la fabrication de toiles rustiques pour des nappages d'une solidité légendaire qui se retrouveront 40 ans plus tard chez les Antiquaires. L'inondation, le 17 octobre 1940 à 13h, une inondation foudroyante, charriant des eaux chaudes, emporte avec une force incroyable l'usine voisine de chocolat Cantalou et à 70% l'usine de toile qui occupait à cette époque 2300 mètres carrés. Les bâtiments les plus neufs en bordure de la rivière avec les stocks s'écroulèrent en quelques secondes et monsieur Georges Cameau ne fut sauvé que de justesse.
La teinture qui, orgueil de la maison, disparut avec ses lourdes machineries de cuivre pesant plusieurs tonnes, englouties sous le sable semble-t-il, mais en tous les cas à jamais introuvable. Le phénomène fut si extravagant que l'on parla de tremblement de terre. La hausse des eaux fut de 15 mètres, avec un débit de 3000 mètres cubes à la minute. En s'autofinançant uniquement, l'usine, reconstruite en partie, reprit son activité, mais la perte était énorme et de grosses difficultés devaient surgir dans les années 50. Les gros marchés coloniaux étaient perdus pour l'espadrille moribonde. M. Cameau disparaissait en 1949. Fallait-il fermer définitivement? Entre-temps, l'industrie de l'espadrille a largement périclité, entraînant dans sa chute bon nombre de fabriques de toiles. En quelques années, l'usine d'Arles-sur-Tech passe de 150 à une quarantaine de salariés. Les affaires végètent, on n'arrive plus à imaginer un avenir possible. Aussi, lorsqu'en 1960, Pierre et Marie Muchard héritent de l'entreprise familiale, ils hésitent quelque peu avant de se lancer dans l'aventure industrielle. Il faut dire que les préoccupations de Pierre Muchard sont tout autres. Élève des Beaux-Arts et de l'École du Louvre, ses yeux sont plus tournés vers les musées que vers les usines. Et, paradoxalement, c'est cette différence, ce nouveau regard porté sur l'entreprise qui vont sauver la petite fabrique d'Arles-sur-Tech. En effet, Pierre Muchard a une idée. Il reste, du temps de la splendeur des tissages catalans, de nombreux dessins, une vaste collection de galons. Alors pourquoi ne pas appliquer ces dessins à d'autres usages que l'espadrille, à du linge de maison, à des robes, des articles fantaisie par exemple. Les métiers furent réadaptés au dessin jacquard et la qualité des produits allait remplacer la quantité. D'industriel, l'activité redevint presque artisanale, émergence du passé, donnant à la maison devenue presque centenaire la possibilité de créer des modèles fantaisie liés à la mode, tout en conservant des dessins traditionnels, alliant la pureté des fibres du coton à la noblesse du lin et à la chaleur des coloris vivants de gaieté et de vie. Une boutique s'installa Faubourg Saint-Honoré à Paris et surtout l'usine ouvrait ses portes dès 1958 pour la visite des ateliers et la vente sur place.
l'affaire devait rester familiale. À tout cela devaient s'ajouter des expositions de peinture, surtout avec les peintres Bersanias et Tara, dont les œuvres peuvent être vues en permanence dans les salles réservées aux manifestations artistiques. Le fait est à noter, ce fut l'une des premières affaires à concevoir le tourisme industriel. Parmi les très nombreux visiteurs, environ 50 000 par an, citons Jacques Martin, Charles Trenet, Jean-Claude Pascal et Madame la présidente Giscard d'Estaing en 1980. Et tout récemment, Madame la présidente du Bénin. Monsieur Muchard, quelles sont les particularités des tissus catalans? Eh bien, si vous voulez, pour situer les tissus catalans actuels, je vous explique que l'usine était à la base d'une usine de toile d'espadrille. Et alors, on faisait tous les petits dessins à la main, c'est le style pointe froid, vous voyez, où c'est tout petits dessins vraiment qui étaient très étudiés. Et on a repris ces modèles qu'on a transposés sur du linge de table ou sur du tissu vraiment complémentaire. Et voilà. Quels sont les textiles et les teintes employés? Nous employons surtout du coton à 80%, du lin aussi, un petit peu, il y a une grosse résurgence du lin qui plaît beaucoup actuellement. Et nous employons des coloris francs, des tons très violents, des rouges, des bleus, des verts, des tons nets, si possible, des gros titres. Alors, Monsieur Muchard, quelles sont les différentes phases de la fabrication? Eh bien, après la première phase de teinture, si vous voulez, on arrive au bobinage et on bobine de cette manière, des cônes, vous voyez, qui ont à peu près 1 kg. Qu'appelle-t-on lourdissage? Lourdissage, c'est la combinaison, si vous voulez, c'est le moment où tous les fils sont groupés pour arriver à créer la chaîne. Et de là, on le met sur un soude et ensuite ça partira au tissage où enfin on arrive à quelque chose de plus concret. Ce n'est que la préparation, là. Ce n'est que la période de préparation, l'enlissage. Nous allons passer, si vous le voulez bien maintenant, dans la salle de tissage proprement dite. D'accord. Et comment est-elle? Combien de machines ici? Il y en a une cinquantaine à peu près actuellement qui sont en service. De toutes sortes? De toutes les, oui, vous verrez mieux tout à l'heure, ce sont des métiers ratières, comme des jacquards. C'est pas exactement le jacquard, mais enfin tout le monde sait pas ce que je veux dire. Ce sont des métiers à jacquard, à mécanique, pour faire ce tissu armuré. Mais il existe encore des métiers à main. Oui, pour des échantillonnages ou des choses très délicates. Je crois que les tissus catalans d'Arles-sur-Tech sont exportés. Oui. Et vont très loin même. Eh bien, aux États-Unis surtout, nous travaillons surtout pour les États-Unis, pour des endroits comme la Floride, toutes les plages, ces coins-là. Et ce sont des modèles qui ont l'air de plaire assez. Ça marche pas mal au point d'exportation. En Allemagne et un petit peu au Japon aussi. Ce qui paraît un peu paradoxal étant donné que les tissus au Japon.
remercions toutes les personnes venues au tissage et nous leur souhaitons le meilleur séjour possible en Roussillon.